La question démocratique est une question brûlante, point d'exclamation, ce n'est pas une question. Donc va intervenir Jean-Michel Toulouse, qui est membre du bureau du Pardem, qui est aussi l'auteur de 2 livres dont j'ai fait la publicité dans une autre vidéo que je vous inviterai à regarder, bien entendu. Aujourd'hui, le capitalisme financiarisé et mondialisation a un impératif: supprimer tout débat démocratique afin de dépolitiser le peuple et lui interdire tout autre choix que le capitalisme et un système représentatif qui l'enferme dans une cage de fer dont seule la bourgeoisie possède les clés. L'UE est le prototype caricatural d'institutions antidémocratiques et de guillemets gouvernement par traité, par des organes non élus, Commission, Banque centrale européenne, Cour de justice européenne notamment. Mais cette stratégie n'est pas fatale. Nous entrons donc dans la période optimiste de la fin de journée. Les mesures à prendre pour construire un État démocratique contrôlé par des forces populaires existent. Donc, je donne la parole à Jean-Michel. Tu vas en avoir pour combien de temps? 30 minutes, un truc comme ça? À peu près. Voilà, pas plus, si c'est possible. Avant extinction des feux humains que nous sommes. Et puis, dans un second temps, nous présenterons un texte, une proposition de texte de déclaration des droits qui a été rédigé par un groupe de travail du Pardem. Donc, vas-y, Jean-Michel. Ok. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un commentaire des 2 bouquins que vous avez vus au fond. Je ne suis pas mandaté pour ça. Je suis plutôt mandaté, entre guillemets, pour vous présenter un petit peu aussi l'état des réflexions du Pardem sur toutes ces questions, naturellement. Et ceux qui sont intéressés par les bouquins, que ce soit le mien d'ailleurs, que ce soit celui de Gilles, puisqu'on a la chance d'avoir le même éditeur, vous pouvez vous les procurer dans n'importe quelle librairie de France et de Navarre. Ok. Alors, je vais plutôt évoquer naturellement un certain nombre de faits marquants qui doivent, j'espère, nous montrer un chemin. C'est pour ça que je disais qu'effectivement, il n'est pas fatal de rester enfermé dans la cage de fer, entre guillemets. L'expression n'est pas de moi. Alors, d'abord, premier point, c'est quoi la démocratie? Parce qu'on parle beaucoup de ça, et personne, très peu de monde ne nous définit ce qu'on entend par là. Alors, la démocratie vient de très loin, comme vous le savez. Ça aussi, ça peut être critiqué, naturellement, puisque ça nous vient de la Grèce antique, et notamment je dirais, notamment d'Athènes. Mais vous savez, il ne faut pas croire qu'Athènes était la seule cité intéressante politiquement. Il y avait au total 1000 cités dans la Grèce ancienne. Il y en avait plus de 300 qui fonctionnaient sur le mode démocratique. Démos, kratos. Je ne ferai pas l'injure de vous dire ce que c'est. Évidemment, on ne va pas idéaliser la démocratie grecque. Chacun sait qu'il y avait la situation des femmes, l'esclavage, les métèques qui n'avaient pas le droit de citer, etc. Mais il y a des expériences historiques, si vous voulez, qui paraissent intéressantes. La démocratie, c'est d'abord et avant tout, la formule n'est pas non plus de moi, un régime institué par le peuple, originaire du peuple et fonctionnant pour le peuple. Cela signifie qu'à tout instant, la communauté politique des citoyens, destitue, institue et constitue ses propres institutions politiques. Et non pas entre les mains d'un groupe d'experts, comme on l'a dit ce matin. C'est donc tout le contraire de ce que nous connaissons, et tout le contraire de ce qu'un certain Sieyès, je pense que ce nom vous parle, l'un des pères du système représentatif, pour qui le peuple est incapable de penser et de décider, et doit être donc représenté par une élite éclairée, bien naturellement, qui, elle, seule, est capable de débattre et de décider. Alors vous savez qu'on est encore sous ce système-là, hein, finalement. Oui. Et vous savez qui est Sieyès?
vous savez aussi que c'était le cerveau du coup d'État du 18 Brumaire en 8, autrement dit du 9 novembre 1799 d'un certain Bonaparte, qui détruisit définitivement, ce coup-ci, tous les acquis de la Révolution française, qui d'ailleurs avait été déjà bien atteinte avec le 9 Brumaire. Le 19, je sais plus quoi, 9 Thermidor. 9 Thermidor en 2, qui était donc le 27 juillet 1794, pour être précis. Donc, vous voyez, il conviendrait, je ne la ferai pas ce soir, bien sûr, parce que ça nous entraînerait très loin, il conviendrait de faire une petite histoire des expériences de démocratie qu'on a pu vivre, pas seulement naturellement en Occident, mais également sur d'autres continents, contrairement à ce qu'on peut croire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine ou que ce soit en Asie. Pour nous borner à l'Europe, voilà, je ne vous ferai pas l'exposé historique de tout ça, mais après la Grèce, il y a eu Rome avec 2 institutions. Rome n'était pas du tout un régime démocratique, hein, c'était une aristocratie foncière. Mais il y avait 2 institutions intéressantes qui étaient les comices. Les comices agricoles viennent d'eux. En latin, comitia, c'est assemblée. Qui regroupaient donc les citoyens romains, toujours masculins, hélas, mais qui votaient des décisions. Et vous aviez la deuxième institution intéressante, c'était les tribuns du peuple. Et les tribuns du peuple étaient inviolables et sacrés. Quelqu'un a voulu utiliser ce terme il y a quelque temps, rappelez-vous. Comment ils avaient le droit de veto, si vous voulez, sur toutes les décisions que pouvaient prendre les consuls, lesquels étaient naturellement des membres de l'aristocratie foncière. Et puis on pourrait continuer comme ça, avec naturellement les grandes révoltes paysannes du XIVe siècle, 1356-1357, la grande révolution française, j'y reviendrai, les 3 révolutions du XIXe siècle qu'on a connues, 1830, 48, et surtout la Commune de Paris. Et au XXe, alors là, il y a profusion. 1905, 1917, je ne vous cite même pas les pays, vous les entrevoyez. La Révolution allemande, la Révolution italienne, où ont été expérimentés les premiers conseils ouvriers. D'abord en Russie, ensuite en Allemagne et en Italie. On parle très peu de la Révolution allemande, mais c'était une authentique révolution qui aurait pu donner des résultats différents si elle n'avait pas été réprimée par le SPD de l'époque. Bon, donc la démocratie, si vous voulez, elle a des expériences historiques desquelles on ferait bien, à mon avis, de s'inspirer. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est pourquoi et comment sommes-nous non en démocratie, mais dans un système représentatif qui n'est que, comme le disait Wilhelm Liebknecht, alors c'est le père de Karl, un des fondateurs du SPD, hein, ça remonte en 1870-1880, et puisqu'on a parlé de constitution ce matin, pour lui la constitution, vous voyez que faut éviter d'idéaliser un petit peu cette histoire de constitution. Pour lui, c'était la feuille de vigne de la dictature. Et là, on est en plein dans ce que disait Jacques ce matin sur la constitution bourgeoise. Alors, pourquoi nous ne sommes pas en démocratie? Alors, je vais aborder quelques points rapidement. Bon, d'abord parce que le peuple n'est pas souverain. Premier point. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait souveraineté du peuple. Nous vivons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous un système représentatif. C'est-à-dire que le peuple étant considéré comme étant incapable de débattre et de décider, je dis, c'est l'a priori de base, si vous voulez, de la soi-disant démocratie, entre guillemets, représentative. Et ce que nous racontent encore tous les constitutionnalistes et tous les théoriciens du droit constitutionnel enseignés dans toutes les universités d'Europe, je dirais, et notamment, bien évidemment, en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a élu des représentants, ces élus font ce qu'ils veulent, sans aucun contrôle. Le peuple vote, et après avoir voté, rentre dans ses foyers. Il n'a plus rien à dire jusqu'à la prochaine élection,
où la seule chose qu'il peut faire, c'est de dégommer les élus de la dernière fois qui ne les auraient pas satisfaits. Mais il ne peut pas faire autre chose. Le peuple a donc aliéné sa souveraineté dans les représentants. Et c'est très exactement comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Ça n'est pas non plus une démocratie parce que l'indépendance des élus confisque le pouvoir du peuple et transforme la votation en simple élection. Vous savez qu'il faut faire une distinction entre élection et votation. Une élection, vous désignez un élu. Une votation, vous vous prononcez sur un projet. D'accord ? C'est complètement différent. Et donc, il n'y a pas de démocratie de citoyens délibérants. Nous avons simplement une sorte de théâtre d'ombre pour public passif. Et le système représentatif, donc, transforme le citoyen, dont on parlait cet après-midi, le citoyen actif en simple support passif et muet. La troisième raison, c'est parce que les institutions techno-féodales, j'emprunte ce qualificatif à un auteur, un économiste, techno-féodales de l'Union européenne, qui ont transmué donc progressivement un certain nombre d'institutions. Alors quand je dis Union européenne, ça vient de loin, bien sûr, hein. Je ne ferai pas l'injure de vous le rappeler. Traité de Rome 1957 jusqu'au dernier, hein. Il y en a eu un paquet avant, Maastricht, Nice, Lisbonne, qui naturellement ont réussi à mettre en place une sorte de construction tout à fait artificielle et qui n'est qu'une façade potemkinienne de la démocratie, mais absolument pas une démocratie dans laquelle le peuple peut débattre et décider. Alors, je ne vous ferai pas non plus l'injure d'être trop long sur trois institutions qui me paraissent tout à fait caricaturales. Un Parlement européen qui n'a pas de pouvoir législatif, comme vous le savez. Le Parlement européen ne peut délibérer que sur ce dont il est saisi par la Commission. Nous avons également une commission qui a le pouvoir législatif, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre parce que ce qui devrait être un exécutif, en fait, a le pouvoir législatif. Donc il y a une inversion totale, si vous voulez, y compris en se référant même au droit constitutionnel classique. Un législatif qui n'a pas de pouvoir législatif, le Parlement, une commission qui devrait être exécutive mais qui a le pouvoir législatif, et une Cour de justice de l'Union européenne désignée par les gouvernements. Et cette CJUE, ex-CJCE, donc désignée par les gouvernements, et dont le droit s'impose, droit européen, c'est un concept sur lequel on peut discuter d'ailleurs, dont les décisions s'imposent, si vous voulez, au système juridictionnel des États et des nations. Voilà, c'est le fameux titre 15 dont on parlait, et qui fait que le droit européen, construit par ces institutions, si vous voulez, s'impose donc aux États. Pour ce qui concerne la France, donc c'est à la Constitution du 4 octobre 1958. Et nous avons enfin une Banque centrale européenne, soi-disant indépendante des États, mais tout le monde a compris que si elle est indépendante des États, elle n'est pas indépendante d'un certain nombre d'autres structures, comme notamment, bien évidemment, les multinationales. En fait, la BCE, c'est l'instrument financier et monétaire des multinationales de facto. Ainsi, les institutions étatiques, parlements nationaux, gouvernements nationaux, tribunaux nationaux, banques centrales nationales, sont totalement vidées de leurs compétences et les plus stratégiques et les plus politiques. Plus de politique monétaire, plus de politique budgétaire, plus de politique économique, plus de politique diplomatique et militaire, puisque, comme vous le savez, pour être membre à part entière de l'UE, il faut être à l'OTAN. Donc plus de politique diplomatique et militaire, plus de politique fiscale en fait, plus de politique de la santé, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui se préparent au niveau des directives européennes, plus de politique d'éducation, plus de politique de service public, puisque, au contraire, il y a une politique de destruction
des services publics partout donc, dans l'Union européenne. Et je pourrais continuer. Plus de droit du travail, plus naturellement de sécurité sociale. Et tout ça parce que naturellement le droit européen, entre guillemets, s'impose donc aux droits nationaux. Cela signifie que les principaux enjeux de ce qui fait une démocratie vivante n'existent plus et sont transférés, si vous voulez, à des autorités non élues, et que tous ces sujets que je viens de vous énumérer sont exclus des débats. L'exclu des débats est pris en charge par, encore une fois, des instances non élues. Désormais, les peuples, dans toute l'Union européenne, désignent des représentants, entre guillemets, qui n'ont aucun pouvoir de décision, puisque les classes dominantes ont préempté tous ces sujets dans des sérails européens, qui sont naturellement la chasse gardée des groupes de pression, naturellement, du capitalisme financiarisé de l'Union européenne. Et donc, l'ensemble de ces sujets, naturellement, sont mis à l'abri de la délibération démocratique. Alors ça, c'est excellemment démontré par mon ami Gilles dans le bouquin qu'il a publié récemment. Les communautés politiques de citoyens donc, sont totalement neutralisées et dépolitisées, puisqu'elles sont privées, si vous voulez, de l'essentiel donc de leur souveraineté et de leur pouvoir de délibération. Une autre raison, c'est que le citoyen est privé de ses attributs politiques puisqu'il est décrété incapable de débat et de décision, aliéné dans un état hypostasié, en même temps que bureaucratisé, et abstrait, voilà, qui est aux mains donc des classes dirigeantes. Il est condamné à désigner, le peuple donc, ses maîtres et éventuellement à en changer tous les 5 ou 6 ans. Mais pas du tout, on lui donne pas du tout, si vous voulez, la position politique qui lui permettrait de délibérer. Parce qu'aussi, dans sa vie économique et sociale, comme dans sa vie politique, il n'a aucun mot à dire. Le producteur, vous vous souvenez de cette formule assez suggestive de Marx, le producteur est condamné à une fonction productive de détail. C'est encore plus vrai que de son temps. Le travail à la chaîne est passé par là, bien évidemment, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la situation des salariés le confirme. Lorsqu'il a un emploi d'ailleurs, puisque souvent, naturellement, ou il n'a pas d'emploi, ou il a un emploi, ça a été dit par Patrick ce matin, donc au rabais. Il n'est d'ailleurs pas propriétaire, évidemment, des entreprises, il n'a aucune maîtrise sur le salaire, aucune maîtrise sur les conditions de travail, aucune maîtrise sur les orientations de la production. Donc le propre du système capitaliste, d'ailleurs, c'est ça. Il n'est d'ailleurs pas, comme je le disais, propriétaire de ces entreprises, et ce ne sont pas les ordonnances Macron d'octobre 2017, vous vous souvenez, qui a impunément supprimé les comités d'établissement dans les hôpitaux et supprimé les CHSCT partout, d'accord ? Ce qui revient naturellement à diviser par 2 toutes les instances représentatives du personnel dans toute la fonction publique, qu'elle soit d'État, hospitalière ou territoriale. Nous ne sommes pas non plus en démocratie parce que, notamment du fait de la confiscation des principaux enjeux politiques par des organes techno-féodaux supranationaux dont je vous ai parlé, il n'y a pas non plus, ça a déjà été dit, de partis politiques de masse qui soient capables, effectivement, d'orienter les choix du peuple. Les partis sont en fait, qui ont fait la République et l'État social, à la fin du 19e, début du 20e, et puis ensuite, donc, dans les grandes périodes historiques de l'entre-deux-guerres, les partis qui ont fait cette République et cet État social ont été eux aussi, comme les États, comme toutes les institutions politiques nationales, transmués en écuries de promotion de politiciens impuissants, puisqu'ils ne possèdent pas les pouvoirs, ils sont au niveau européen,
et en organes, tous intégrés dans le système euro-représentatif. Bon, c'était quelques observations, je ne vous ai rien appris. C'est en tout cas le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc tout ce qui précède explique la désaffection donc, des peuples pour le système représentatif. Alors vous vous souvenez, il y a deux chiffres qu'il ne faut pas oublier. Présidentielle de 2022, 34% d'abstention au deuxième tour. Législative, 57% d'abstention en 2022. Ceci sans compter les blancs et les nuls, et sans compter les non-inscrits ou mal inscrits. Puisque vous avez des... Ça existe, hein, et tout ça c'est chiffré. Alors bon, c'est difficilement évaluable. La fourchette varie entre 4 et 7 millions de citoyens non inscrits ou mal inscrits. Faut peut-être s'interroger pour savoir pourquoi ces citoyens-là ne s'inscrivent pas. Et parmi ceux-ci, beaucoup de jeunes. Ce qui mérite aussi interrogation. Voilà, alors tout cela explique bien évidemment le désintérêt, voire même le dégoût que les peuples donc, peuvent éprouver pour ces simulacres de vie politique. Bon, voilà en gros, on dirait que c'est un portrait un petit peu, description un petit peu pessimiste, mais je vous défie de me contredire sur ce diagnostic. Alors, que pouvons-nous faire pour libérer le peuple de ce simulacre de démocratie représentative? Alors, nous pouvons faire un certain nombre de propositions, puisque nous voyons bien les dérives de ce système partout dans le monde, que ces régimes d'ailleurs soient des monarchies constitutionnelles, il y en a en Europe, qu'elles soient des régimes parlementaires, il y en a aussi, ou que ce soit des régimes semi-présidentiels ou présidentiels. Dans tous ces régimes, de toute façon, les peuples, comme je viens d'essayer de vous l'expliquer, sont dessaisis de leur pouvoir de citoyenneté. Alors, l'entreprise est aux mains du patronat. Peut-être serait-il bon de commencer à faire un certain nombre de propositions pour essayer de contester ce pouvoir-là au patronat. Patronat, des il y a des... Oui, quand je dis patronat, c'est au sens très large du terme. L'État est aux mains d'une hyper-bourgeoisie et de sa noblesse d'État. Alors vous savez que maintenant, on passe du secteur privé dans les cabinets ministériels, voire dans les ministères, assez facilement. Aujourd'hui, alors naturellement vous sortez de Polytechnique, de l'ENA ou des grandes écoles commerciales. Aujourd'hui, vous pouvez être membre du cabinet de tel ou tel ministre, et demain vous vous retrouvez au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel ou dans une autre structure, voire vous pouvez vous retrouver ministre ou PDG d'une grande entreprise. Bon, il y a des passerelles comme ça qui sont de plus en plus fréquentes. Le système représentatif donc dégénère en une sorte de bonapartisme. Alors on sait ce que c'est en France que le bonapartisme, et je dirais en capitalisme néolibéral autoritaire. Voilà, ça a déjà été dit, j'insiste pas. L'Union européenne, c'est le lieu géométrique des multinationales et subordonnées, toutes subordonnées aux suzerains américains, ça a été dit aussi. L'État national n'a conservé que ses compétences régaliennes, c'est-à-dire répressives, car il faut bien tenir en lisière les peuples, il faut bien que les États ne se dessaisissent pas d'un certain nombre de moyens. Donc la France est devenue un pays de répression, on l'a vu pour l'épisode des Gilets jaunes, on l'a vu aussi pour l'épisode des grandes manifestations contre la destruction des retraites. Toutes les libertés politiques publiques sont foulées aux pieds, au premier rang desquelles la liberté d'opinion, la liberté d'information. Vous savez ce que c'est que l'information dans ce pays? 9 milliardaires possèdent la quasi-totalité, 85 ou 90% de tous les médias, qu'ils soient télévisuels, radio, presse, etc. Quant aux réseaux sociaux, n'en parlons pas. Et donc, nous sommes dans un pays
de fabrication de l'opinion, avec un bombardement idéologique quasi permanent, H24, sur une idéologie qui est naturellement l'idéologie capitaliste néolibérale. La négation et la destruction du droit du travail et de la fonction publique. Alors, Gilles parlait du noyau dur. Ben oui, le noyau dur, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste la fonction publique d'État, hospitalière, bien sûr, territoriale. Il reste la sécurité sociale. Il reste l'hôpital public. Et il reste tout ce que le CNR avait fait. Vous vous rappelez de cet adjoint au président du MEDEF à l'époque, j'ai oublié son nom, ex-maoïste. Denis Kessler. Qui disait... c'est notre idole. Ouais. Qui disait il faut détruire tout ce que le CNR a construit. Voilà, ben, on y est, hein. On y est, il n'y a plus que le noyau dur dont on a parlé ce matin et que je viens en gros d'énumérer. Tout ce qui reste du droit du travail, tout ce qui reste de la sécurité sociale, tout ce qui reste de la fonction publique, etc. Tout ça va passer au privé. Le patrimoine national. Voilà. Donc, on en est là. Donc, les peuples qui vivent sous le capitalisme voient leur situation sociale, leur protection sociale, leur conquête démocratique niée et ramenée au minimum vital. Voilà, ce qui a été dit sur le salaire, tout ça ce matin, naturellement s'applique aussi, avec tout le phénomène inflationniste et puis tout ce qui, logement, etc., j'y reviens pas. Et notons que la France est en pleine involution, et là, 2 chiffres suffisent à le démontrer. Avant l'euro, la puissance industrielle de la France, enfin, je dirais le poids de la production industrielle dans le total du PIB, c'était 22-23%. Avant l'euro, 2001-2002. Aujourd'hui, 9%. Voilà, je vous invite d'ailleurs à lire le programme du Pardam dans la première partie, puisque nous abordons ce sujet. Et en même temps, vous avez la privatisation de masse qui s'est produite. Voilà. Privatisation de masse d'un côté, plus rien n'est public ou presque, et PIB qui chute de 22 à 9%. Et son commerce extérieur, moins de 100 milliards d'euros de déficit, 2022. Alors, vous vous rendez compte de la chute abyssale que ce pays a connue en matière d'économie et d'industrie. Et puis, alors, ça a été dit aussi ce matin, je ne m'étends pas, la France qui perd tous ses points d'appui à l'étranger. Voilà. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, vous voyez ce qui se passe en Asie, où l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis nous ont piqué un marché de sous-marins du fait que les États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, procèdent à un basculement stratégique. Alors, vous allez me dire, que faire et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Alors, il ne faut pas se décourager. Nous sommes des militants. Par conséquent, jamais nous ne nous décourageons. Cette chute n'est donc pas fatale. Ça sera le dernier point. Un chemin existe et seul le peuple peut l'imposer. Et comme disait, je crois que c'est cet enfoiré de Bossuet, il est entre nous. C'est enfoiré de qui? Bossuet. Ah, Bossuet. Qui disait, pas mal. nous devons être capables, pardon, on ne peut déplorer les effets Il est très mort quand même. tout en chérissant leur cause. Oui. C'est Bossuet qui a dit ça. C'est pas la plus grande imbécilité qu'il ait dite d'ailleurs. Alors, nous devons être capables de faire des propositions audibles, d'autant plus que notre histoire politique en France, j'ai déjà dit ce matin, j'y reviens pas, nous a donné un certain nombre d'expériences. Bon, je ne me suis pas étendu là-dessus, parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Mais il y en a des kyrielles. Je vous en ai cité une qu'on oublie toujours, mais qu'il faut absolument réétudier. C'est les fameuses assemblées primaires. Il y en avait une par canton. À l'époque, il y avait 4200 et quelques cantons, en 1791-12. Il doit y en avoir 3800 ou 3900 aujourd'hui avec les restructurations. Chaque canton avait une assemblée primaire, mixte, ce qu'on oublie aussi de dire, mixte, et qui ne délibérait pas seulement pour élire des représentants,
elle délibérait ses assemblées primaires sur des questions politiques. Il ne faut jamais l'oublier. Plus d'un siècle avant la Commune de Paris, qui, elle, apportera d'autres acquis, comme vous le savez, on n'a pas le temps de s'y étendre. Donc, ça foisonne les exemples historiques, si vous voulez, où le peuple s'est emparé lui-même de sa capacité délibérative et ne l'a confiée à nulle autre personne que lui-même. Et quand il se donne des représentants, il prend la précaution de les mettre sous mandat impératif. Je vais y revenir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je crois qu'à un moment que l'on vit aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de faire des propositions fermes, claires et de rupture complète avec le système que je viens d'essayer de vous décrire dans ces grandes lignes. Alors voilà, je vais vous citer, il y en a 9, si j'ai bonne mémoire, et après je termine. J'espère que je n'aurai pas été trop long après cette journée dense de travail. 1. Assumer notre position de sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Alors à chaque fois qu'on dit ça, ah ouais, mais il y a 64% des Français qui s'opposent à la sortie de l'UE. C'est faux. La tendance est en train de s'inverser. Je ne dis pas que c'est gagné, mais la tendance est en train de s'inverser. Pour des raisons qu'on connaît. Hein. On nous a promis la paix, on a la guerre. On nous a promis la prospérité, c'est la misère. On nous a promis tout un tas de choses. La progression économique, c'est la récession, etc., etc. La stabilité monétaire, c'est l'inflation. Bon. Donc, effectivement, je pense que nous pensons que le moment est venu, effectivement, d'assumer complètement et sans aucune retenue, sans aucune timidité, le fait que nous revendiquons la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Ça, c'est le premier point. Et on aura l'occasion de le dire, d'ailleurs, on en parlera demain, je crois, et plus tard, sur le boycott des Européennes, qui, pour nous, les élections européennes n'ont absolument aucun sens, puisque, voilà, quand M. Macron se bat pour la souveraineté européenne, c'est un mythe, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Quand il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. Il ne peut y avoir que des... Alors, il y a un peuple italien, français, espagnol, italien, ce que vous voudrez, mais il n'y a pas de peuple européen. Il ne peut donc pas y avoir de souveraineté européenne. Et s'il n'y a pas de souveraineté européenne, il ne peut pas non plus y avoir de démocratie européenne. Donc, nous nous opposerons à ce simulacre d'élection que seront les européennes, mais je sais que notre ami Patrice a un avis différent. Il nous le dira demain. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, dénoncer le système représentatif. Alors, je m'explique là-dessus, parce qu'on a des discussions, même au sein du Parlement. Moi, quand je dis qu'il faut liquider le système représentatif, je parle du système représentatif que les constitutionnalistes qualifient d'absolu. C'est-à-dire, vous élisez un élu, cet élu a les pleins pouvoirs, et vous ne pouvez rien faire contre cet élu, sinon de ne pas le réélire à la prochaine élection. Ça, c'est le système représentatif absolu. Mais je ne suis pas contre une certaine représentation, à la condition que les élus ou les personnes que nous mandatons le soient sur un mandat précis, qui est le mandat impératif. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc, fort de l'expérience des Gilets jaunes, il faut mettre sur la table des institutions, des propositions d'institutions, qui pourraient être, comme par exemple, alors je vais en citer quelques-unes, sans entrer dans les détails. Premièrement, la suppression de l'élection au suffrage universel du président. Deuxièmement, une assemblée unique, élue à la représentation proportionnelle. Alors, vous savez que le général de Gaulle, par ailleurs, personnage tout à fait respectable, et qui, avec lequel nous ne cessons pas d'avoir des points d'accord sur la politique diplomatique, sur l'indépendance nationale, sur la force nucléaire, sur un certain nombre de choses, ce général de Gaulle critiquait
le régime des assemblées, le régime des partis je dirais, l'instabilité des différents gouvernements. Et les régimes d'assemblée, voilà, il critiquait les régimes d'assemblée, si vous vous souvenez, hein, pour les plus anciens d'entre nous. Ben nous voulons justement un régime d'assemblée. Mais nous voulons une assemblée unique, représentative du peuple, et le meilleur moyen de faire que cette assemblée nationale, ou convention nationale, comme vous voudrez, soit représentative, c'est de l'élire à l'ARP, à la représentation proportionnelle. Mais comme on sait très bien que si on applique la représentation proportionnelle dans la situation politique de la France d'aujourd'hui, très segmentarisée, on va élire une Assemblée nationale qui ne serait pas gouvernable. Donc il faut s'inspirer de ce qui se fait un petit peu ailleurs, tout en adaptant, et assortir donc cette représentation proportionnelle d'une prime au parti ou à la coalition de partis arrivant en tête. Nous avons beaucoup réfléchi dans ce groupe 7, et je vous avoue que notre réflexion n'est pas terminée, tellement cette affaire n'est pas simple. Tellement cette affaire n'est pas simple. Donc, nous gardons ce grand principe, une assemblée unique, donc suppression du Sénat, qui n'est qu'une sorte d'assemblée de gérontocrates, uniquement prévue dans son institution de départ, et même aujourd'hui, pour contrôler les passions de l'Assemblée nationale. Parce que les députés, naturellement, étaient censés faire n'importe quoi. Donc, il fallait des sages, et c'était le Sénat. Donc, nous le supprimons. Et cette Assemblée nationale serait élue au suffrage universel direct, à la représentation proportionnelle nationale, ce qui garantit à tous les petits partis comme le nôtre d'avoir des chances d'avoir des élus. Et cette Assemblée nationale fonctionnerait sur la base d'un contrat de législature qui serait une sorte de mandat impératif, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, une sorte de mandat impératif qui fait qu'effectivement, cette Assemblée nationale ne pourrait pas faire autre chose que ce pourquoi elle a été élue. Alors il y aurait un certain nombre d'institutions de précaution qui pourraient être mises en place, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Donc nous remplacerons le Sénat par une sorte de chambre des forces vives de la nation. Nous procéderons à une réforme des collectivités territoriales. Bon, tout ça on a déjà dit l'année dernière, donc je passe très vite, d'accord ? Vous pourrez poser des questions si vous voulez. Et il va falloir faire très très attention, ça a été dit ce matin, sur cette affaire de collectivité territoriale, puisque vous savez, comme l'a dit Marie-Paul, il y a un projet dans l'air qui vise purement et simplement à élargir les eurorégions et à supprimer les départements et à réduire effectivement les compétences communales. Or, on sait très bien que une démocratie du peuple commence par des communes, et des communes qui ont un certain nombre de compétences et de pouvoirs. Alors vous savez que l'État national est attaqué par le haut et par le bas. Par le haut, par l'Europe, l'Union européenne, la Commission, etc., et par le bas, c'est-à-dire les eurorégions. Et effectivement, on essaye de réduire les compétences de l'État à des compétences régaliennes. Le reste des compétences étant confisquées par le niveau européen. Alors, je vous parlais d'un certain nombre d'institutions de précaution qui pourraient permettre au peuple de garantir que la politique pour laquelle l'Assemblée nationale a été élue soit appliquée. Alors, il y en a 2 ou 3. On en a déjà parlé, donc je passe vite. Premièrement, le référendum d'initiative populaire. Bon, c'est ce que les Gilets jaunes appelaient le RIC. Deuxièmement, le droit d'initiative législative, ça existe dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'un groupe de citoyens, bon, nombre indéterminé, 50 000, 80 000, voilà, pas plus, à mon avis, se mettent d'accord, bon, par l'intermédiaire de leurs associations, des partis, etc., se mettent d'accord sur un projet de loi et contraignent, alors il y a plusieurs possibilités, contraignent l'Assemblée nationale à en débattre ou le mettent carrément au référendum. Donc ça peut se traduire de différentes façons, à réfléchir naturellement là-dessus.
Et puis, une responsabilité effective du gouvernement devant l'Assemblée nationale, en cas de rupture du contrat de législature. Donc ça, c'est, je dirais, le droit normal des régimes parlementaires. La suppression du honteux Conseil constitutionnel, on en a parlé tout à l'heure, qui n'est pas un organisme pour assurer ou garantir le respect de la Constitution, mais qui a toujours été un organisme pour contrer l'Assemblée nationale à chaque fois qu'elle voulait contester une décision du gouvernement. Alors vous savez que dans la Constitution, il y a de multiples articles qui amputent les possibilités que peuvent avoir les députés. Donc l'article 40 par exemple, qui effectivement empêche un député de faire une proposition de loi qui augmente les dépenses ou qui diminue les recettes. Alors si vous voulez faire un projet de loi sans augmenter les dépenses ou sans diminuer les recettes, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Sinon des trucs sociétaux qui ne prêtent pas conséquence. Bon, il y en a beaucoup d'autres, 49.3, 38, 34, 37. Évidemment, nous, ce que nous proposons par DEM, c'est de supprimer carrément l'article 37. C'est-à-dire qu'on revient à la hiérarchie juridique qui place tout à fait en haut de l'échelle la loi. Non, la Constitution, bien sûr, le bloc de constitutionnalité, je vous parlais tout à l'heure de la Déclaration des droits, mais la loi. C'est-à-dire que les décrets du gouvernement doivent obligatoirement, décrets et arrêtés circulaires, doivent obligatoirement respecter la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a deux régimes juridiques, la loi, le règlement. Et l'article 34 énumère des compétences limitatives de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'a pas le droit de délibérer sur un certain nombre de sujets qui sont de la compétence du règlement, c'est-à-dire du gouvernement. Il faut liquider ça, et il faut revenir. La 4ème République avait des bonnes choses. Il faut revenir à ce qui existait avant, c'est-à-dire une hiérarchie juridique, juridico-politique, qui place la loi au sommet tout de suite après la Constitution. Donc on supprime le Conseil constitutionnel et on met en place une Cour constitutionnelle dont la compétence exclusive sera effectivement de veiller au respect de la Constitution qui sera votée. Après avoir été débattu, bon, je ne reviens pas à ce qu'on a dit, tout à l'heure. Donc si on fait une nouvelle Constitution, il n'est pas question de la confier à un comité d'experts, comme celle de 58, Jacques l'a expliqué ce matin, j'y reviens pas, présidé par Debré, vous savez, comment il s'appelait, Michel Debré, qui était conseiller d'État, qui présidait ce comité, et ils ont fait une constitution en quelques semaines, quelques mois, si vous voulez, qui ensuite n'a pas été discutée du tout, et on a demandé au peuple de l'approuver par référendum, oui ou non. Mais personne n'a discuté des compétences de l'Assemblée, personne n'a discuté des compétences du gouvernement, du Conseil constitutionnel, de tout ce que vous voudrez, ou des collectivités territoriales, personne. Bon. Ils ont voté, ceux qui ont voté à l'époque, oui ou non. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce qu'on considère que désormais le citoyen n'est pas capable de débattre, comme il a débattu au référendum de 2005? Rappelez-vous, on avait un sacré dossier à étudier, qui faisait, je sais pas, 120 pages, choses comme ça. Oui. Bon. Et ça s'est très bien passé, vous avez vu, les gens, il y a eu un pourcentage de participation tout à fait intéressant, tout à fait important, et les gens débattaient partout. Et à l'époque, vous êtes un certain nombre ici à avoir participé au fait que ce débat ait été un débat, l'un des débats les plus riches qu'on ait jamais eu dans ce pays, oui. depuis longtemps, depuis la Constitution du 24 juin 1793. Oh, putain. À part les fulgurances historiques, genre Commune de Paris, oui. Etc., mais ça c'est autre chose. Bon, donc ça c'était le deuxième point. Troisième point, ça a été déjà un petit peu dit, il faut refonder les partis politiques. Alors il y a des gens qui vous disent qu'il faut les supprimer, les partis politiques. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, si on avait la mauvaise idée, l'idée saugrenue, de vouloir supprimer les partis politiques, par quoi on les remplacerait pour que le peuple puisse s'exprimer, s'organiser, faire des propositions, débattre? Parce qu'on n'est pas tous d'accord. Ça serait triste. Donc il y aura effectivement des partis politiques, mais
il faut que ces partis politiques ils fonctionnent de façon complètement différente. Premièrement, contrôler leur financement, interdire le financement privé des partis politiques. Et deuxièmement, assurer leur fonctionnement démocratique. Et là-dessus, les Allemands ne font pas que des bêtises. Ils ont mis en place alors je ne suis pas germaniste, Gemeingesetz, une loi fédérale, si vous voulez, qui organise alors je ne dis pas qu'il faut la prendre telle qu'elle. La meilleure preuve, c'est que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a été utilisée pour interdire le Parti communiste allemand. D'accord ? Donc, vous voyez, il faut se méfier de tout ça. Mais il y a des choses intéressantes, puisque cette Gemeingesetz, elle réglemente, si vous voulez, l'organisation des partis, avec des congrès réguliers, des élections contrôlées, régulières, démocratiques, des programmes politiques, le fait de se présenter à des élections, etc., etc. Et surtout pas de financement privé. Ça, je l'ajoute, puisque c'est pas, en Allemagne, ce n'est pas le cas, naturellement, comme vous vous en doutez. Quatrièmement, alors c'est là, excusez-moi de revenir là-dessus, j'y tiens, c'est important, il faut le savoir, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi on a complètement scotomisé cette affaire? Il faut savoir qu'entre 92, la mire, il y a 2 siècles, enfin un siècle, je sais pas, 2 siècles, et des poussières. Donc c'est plus à l'ordre du jour. Ah bon? Ah bon, les assemblées populaires, c'est plus à l'ordre du jour? Mais c'est ce qu'on veut faire dans les comités, par exemple, ce que disait Jacques ce matin. Hein, comment on va organiser le débat populaire? À partir du moment où on se dit, ça n'est pas à des experts de décider pour le peuple, et après on va devant le peuple pour lui demander c'est oui ou c'est non. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est que le peuple délibère lui-même. Et il va délibérer où, à votre avis? Sinon, dans des assemblées. Or, c'est très exactement ce qui s'est passé entre 1791 et 1799. Et je vous rappelle que c'est pas tellement en 1791, puisque le résultat de la Révolution, 14 juillet, c'est quoi? C'est une monarchie constitutionnelle. C'est pas ça la Révolution. La vraie Révolution, c'est 10 août 92, 27 juillet 94. Parce que c'est là qu'effectivement, les véritables assemblées primaires ont été mis en situation de pouvoir débattre. Et c'est ce que je disais ce matin. La fameuse constitution du 24 juin 93, non appliquée, parce qu'il y avait les armées royalistes aux frontières et la guerre de Vendée qui commençait. Donc, rappelez-vous, Robespierre avait dit nous appliquerons cette nouvelle constitution lorsque nous aurons obtenu la paix. Et ils ont mis en place un gouvernement révolutionnaire jusqu'à la paix. D'accord? Mais ça n'a pas empêché les assemblées primaires de débattre sur la constitution du 24 juin 1793, qui est une magnifique constitution. Je vous invite à la lire. Qui est une constitution qui met en place un régime d'assemblée, mais un régime d'assemblée sans préjugés péjoratifs. Un régime, une assemblée nationale représentative du peuple. Voilà. Et c'est, je pense, ce que nous pourrions effectivement reproposer dans les années qui viennent. Alors j'ai oublié de vous dire, quand je vous ai parlé du référendum, rassurez-vous, j'ai presque fini, du référendum d'initiative populaire, qu'il fallait que ce référendum soit Karl. Ça rappellera des bons souvenirs aux Gilets jaunes, nous en faisons partie. Karl, ça veut dire constituant, abrogatoire, révocatoire, législatif. Voilà, on ne veut pas de RIP, croupion. On veut des véritables consultations populaires qui donnent un véritable pouvoir au peuple. 5. Et ça rejoint ce que certains d'entre vous disaient ce matin, réinstituer un commissariat général au plan. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La France est en train de plonger dans les abysses au niveau de son économie, au niveau de son industrie. Comment espère-t-on récupérer tout ça? Comment espère-t-on réorganiser l'industrie dans ce pays si on ne met pas en place, selon les acquis? Parce qu'on a des acquis là-dessus aussi. Le commissariat général au plan, ça marchait bien. Pourquoi ça marchait bien? Pourquoi ça marchait bien?
On ne veut pas de gosse plan, rassurez-vous. Ça marchait bien parce que le commissariat général au plan avait autorité sur tous les ministères. À partir du moment où vous établissez ça, effectivement, ça change tout. Ça change tout. Bon, en tout cas, nous essaierons de tenir compte des enseignements du passé pour essayer de mettre en place une institution. C'est ce qu'on propose dans notre programme, un commissariat général au plan, contrôlé par l'État, bien évidemment, et contrôlé par l'Assemblée nationale, puisque c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot sur le plan, on l'appellera comme on voudra, le plan de développement économique, social et environnemental, Voilà. Et puis, en même temps qu'on met en place ce commissariat général au plan, on supprime les organisations patronales, chambres d'agriculture, chambres d'industrie, qui sont des organisations strictement patronales. Et on les remplace par des institutions qui seront l'émanation des véritables forces vives de la nation. Et le patronat n'est pas, en tout cas, la seule force vive de la nation. 6. Peut-on envisager que le peuple puisse s'investir dans la délibération, qui prend du temps, si on ne diminue pas la journée de travail? Donc il faut que la journée de travail soit diminuée et que sur le temps de travail, on puisse organiser les assemblées dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Le niveau de développement du pays autorise le fait qu'on réduise la journée de travail pour permettre à toutes les catégories populaires de pouvoir débattre d'un certain nombre de sujets qui l'intéressent au premier plan. La délibération populaire, on sait l'organiser. On sait faire pour bien informer le peuple, on sait faire pour bien l'éduquer. Je vais revenir sur le problème de l'éducation, j'ai presque fini. Je le dis tout de suite, ce qu'il faut à ce pays, désormais, vu l'état de délabrement de l'éducation nationale, c'est un nouveau plan Langevin-Wallon. Alors là, je m'adresse aux plus anciens d'entre nous. Le plan Langevin-Wallon, 1946-7, qui a été un plan qui a redressé, je dirais, juste après la guerre, pays en ruine quand même, mais qui a été capable de redresser le niveau éducatif du peuple français de façon magistrale. Et c'est ce qui a donné le CNRS, le fait qu'on ait des chercheurs de haut niveau un petit peu partout, ce qui n'est plus le cas, ou très peu en tout cas. Les meilleurs, ils partent à l'étranger parce qu'on ne leur donne plus les moyens ici de faire leur travail correctement, de recherche. Bref, donc il faut un nouveau plan Langevin-Wallon. À partir du moment où on met ça en place pour élever le niveau, la capacité de débat du peuple, et à partir du moment où on réduit la journée de travail et on met en place des institutions pour que ces débats aient lieu, pourquoi voulez-vous qu'on soit plus mauvais qu'en 1792, 13, 14, ou qu'en 1848, ou qu'en 1871, ou qu'en 1936, il y a eu des tentatives de mise en place des conseils ouvriers, à cette époque aussi, ou qu'après le Conseil national de la résistance. Pourquoi on serait plus mauvais qu'il y a 230 ans, ou moins pour toutes les expériences historiques dont je vous ai parlé. Bon, 8, mettre en place un conseil démocratique des médias, je vous en ai déjà parlé, ça c'est le troisième aspect, pour que le peuple, on puisse lui donner les moyens de débattre. Pour qu'on puisse avoir des débats riches, il faut un peuple informé. Voilà. Et il faut que l'information, ce ne soit pas une fabrique de l'opinion, il faut que ce soit une information pluraliste. Et pour ça, une seule façon de le faire, c'est de faire un petit peu ce qui a été aussi fait après la libération, c'est mettre en place des institutions gérées par les usagers eux-mêmes. Voilà. Et il n'y a pas 36 000 façons d'organiser ça. On sait faire, là aussi. On a des expériences très claires. Et puis, dernière mesure, bon, ça, on n'y a pas beaucoup réfléchi parce qu'on avait suffisamment de pain sur la planche, mais c'est un programme qu'il faut, à mon avis, qu'on se donne, je l'ai déjà dit.
je le réservais pour la fin, c'est les entreprises. Il y a un impensé dans ce pays, je suis désolé de le dire, y compris dans la quasi-totalité des organisations politiques, y compris dans les syndicats. Que fait-on dans l'entreprise? Si on veut un régime démocratique, populaire, que fait-on dans l'entreprise? Est-ce qu'on va continuer à accepter que la liberté de débat et que la démocratie s'arrête aux portes des entreprises? Il y a forcément des choses à faire. Déjà en 45, 46, 47, ils ont mis en place les comités d'entreprise. Ça a été un grand progrès. Et vous savez que le patronat a eu les moyens d'empêcher que ces comités d'entreprise soient des véritables structures avec un droit de veto sur les décisions principales du patronat. Bon. Eh bien, je pense qu'on a la possibilité, me semble-t-il, de pouvoir faire des propositions là-dessus. Voilà, je m'arrête là. Ce sont quelques propositions à débattre. Vous voyez, on met ça sur la table des débats. On n'arrive pas avec une constitution toute prête de 360 articles, avec au mot près tout de prévu. Non, on fixe des orientations et on laisse débattre le peuple. Et c'est au peuple à débattre. Et c'est au peuple à décider. Voilà. Et ensuite, on fait un référendum. Après qu'il y ait eu une discussion, effectivement, tu as dit 2 ans ce matin, effectivement. Les problèmes que je viens d'évoquer là, sur lesquels on a essayé de travailler dans ce groupe de travail numéro 7, j'y tiens, du Pardin, et croyez-moi, c'est gros travail. C'est d'une complexité considérable. Bon, faut pas compter qu'on va s'en sortir en 8 jours, 3 mois, 6 mois de débat. Pas du tout. Il va falloir effectivement 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais on n'a pas d'autre solution, à part de compter sur un homme exceptionnel, un personnage exceptionnel. Un néo-gourou. Voilà. Ou un comité d'experts. Vous avez vu la dernière proposition de Rousseau, pas Jean-Jacques, Dominique. Rousseau, qu'est-ce qu'il dit? Ah ben on va faire un comité national, on va y mettre la moitié d'experts, des constitutionnalistes, et l'autre moitié, on va les tirer au sort. Avec cette croyance illusoire, métaphysico, je ne sais pas comment on peut sur le tirage au sort. Le tirage au sort qui est, c'est un point de vue personnel, je ne sais pas si peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont partisans du tirage au sort, mais c'est le contraire de ce qu'il faut faire au pays de Descartes. Le tirage au sort, c'est la négation pure et simple de la capacité de délibération du peuple et du citoyen. Mais laissons le peuple et le citoyen délibérer. Pourquoi on va s'emmerder par un tirage au sort? Et est-ce que vous croyez que c'est comme ça qu'on va garantir la démocratie? Sûrement pas. Donc, moi je suis contre le tirage au sort, je le dis très clairement. Voilà, donc quelques propositions, nous les mettons sur la table. Ce sont des orientations. Il nous semble, fort de l'expérience historique de ce pays, et il me semble qu'en effet, si on met ça sur la table, si on donne la possibilité au peuple de s'emparer de tous ces sujets-là, eh bien, nous serons effectivement peut-être une organisation qui travaille dans le sens d'une démocratie populaire véritable, alors que, en face, qu'avons-nous? Je finis par là. Nous avons une stratégie, le mot n'est pas de moi, d'une sociologue américaine, dont j'ai oublié le nom, veuillez m'excuser. Ça va me revenir, peu importe. Et elle dit que partout en Occident, à quoi assiste-t-on? Nous assistons à un processus de dédémocratisation. Nous avons d'un côté ce processus de dédémocratisation, d'autoritarisme, voilà, et d'un autre côté, nous avons, à mon avis, des capacités populaires immenses que nous n'avons pas, à mon avis, su jusqu'à présent mobiliser. Je pense qu'il est temps d'essayer de réfléchir un petit peu à tout ça, parce que la démocratie délibérative frappe au carreau de l'histoire.
Ok. J'ai fini. Ciao. Merci, Jean-Michel.